Dans le vaste multivers qu'est le cinéma, en 2008 est né, de plusieurs années de réflexion, un projet qui a, on le pense ou on le pense pas, mais il faut l'avouer, changé la face d'Hollywood. Et quand je vous dis changer la face d'Hollywood, c'est changer la manière dont les franchises au cinéma existent. Alors, des franchises avec plusieurs films, ça existait déjà. En 2000, on a eu le renouveau de Marvel avec les X-Men, Blade, Spider-Man, etc. Des suites, des spin-offs, bon, ça existait déjà en soi. Il n'y avait qu'à voir Star Trek. Star Trek, c'est un nombre incalculable de séries, de films, et ce depuis les années 60-70, truc ainsi. Il n'y a qu'à voir Doctor Who, c'est une franchise qui existe aussi depuis longtemps. Moins de spin-offs, etc. C'est moins ambitieux, mais voilà, les franchises existent. Mais, début des années 90 même, DC, vous vous dites, mais la vidéo parle d'Iron Man. D'abord, on parle de la jeunesse du projet. Tu te calmes ? Voilà. DC voulait faire un film Justice League Mortal. Le but de ce film, c'était de proposer un premier projet, et ensuite, avec ces personnages qu'on introduisait, dedans tu devais avoir Superman, Flash, non pas Black Adam, Batman, oh j'ai oublié son nom, Wonder Woman, Martian Manhunter, il me semble Cyborg et Aquaman. Donc concrètement, je pense pas que Cyborg était présent, mais il y a moyen qu'il était dedans. J'ai plus l'image qui avait fuité, donc je sais plus vraiment. Mais en tout cas, voilà, tu devais avoir un film Justice League Mortal qui devait sortir et qui devait en fait teaser plusieurs projets, notamment un film Flash, etc. C'est tombé à l'eau, le film a été annulé, et en 2008, Marvel a sorti le film dont on va parler aujourd'hui, Iron Man. Iron Man qui est THE blockbuster qui a changé l'histoire. Non seulement parce que c'est le premier film de chez Marvel Studios. À l'époque, le film a même été distribué par Paramount, c'était même pas un film Disney. Faut savoir que jusqu'en 2009, je saurais plus vous dire quel film, voire même un peu plus tard, c'était distribué par Paramount ou d'autres productions, jusqu'à ce que Disney rachète entièrement les droits. Et à ce moment-là, il n'y avait plus que genre Spider-Man qui appartenait à Sony, les X-Men qui appartenaient à la Fox, et Hulk qui appartenait à Universal. Mais concrètement, après, Disney a récupéré le flambeau. En 2023, Hulk est revenu chez Marvel parce que les droits sont tombés chez Marvel. Et la Fox a été rachetée par Disney, ce qui permet aux X-Men maintenant de pouvoir être intégrés au MCU. Mais Iron Man, en 2008, ça a été un film qui a tout changé. Ça a été le début du Marvel Cinematic Universe. Et aujourd'hui, on voit largement l'impact qu'a eu le MCU. On a vu avec DC qui voulait lancer son propre univers connecté, et même en dehors du super-héroïsme, dans le cinéma, il y a d'autres univers il y a d'autres univers connectés, notamment l'univers connecté du Monsterverse, qui est donc un univers avec les monstres, les Godzilla, etc. Et d'autres univers plus petits, le Conjuringverse pour les films d'horreur, etc., etc. Mais Marvel a lancé en 2008 Iron Man, et ça a causé un énorme, je pense, cataclysme dans le monde du cinéma, tellement ça en a changé la face des franchises. Mais, si on retourne en 2008, que vaut techniquement le premier film Iron Man ? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler du film Iron Man, qui en soi, pour moi, est un excellent film. Voilà. Et je trouve qu'on a perdu certaines qualités qu'avait le MCU à l'époque par la suite, notamment dans la phase 5, dans la phase 4. Pourtant, vous le savez, je suis un très gros défenseur de la phase 4, dans le sens où c'est une phase qui a voulu proposer plus de liberté artistique. On l'a vu avec Shang-Chi, on l'a vu avec Eternals, on l'a vu avec un petit peu Thor and Thunder qui avait quelques idées, on l'a vu avec Black Panther qui était encore mise en scène différemment, avec une mise en scène plus calme, en mode Ryan Coogler, et on l'a vu aussi un petit peu avec No Way Home, où John Watts s'est légèrement plus bougé le cul que dans les deux autres films Spider-Man de l'univers Marvel. Mais Iron Man, en 2008, je trouve que c'est encore aujourd'hui une dinguerie. On suit déjà, vous le savez, Tony Stark, grand multimillionnaire, égocentrique, égoïste, vendeur d'armes, qui finit par être attaqué par les 10 anneaux, concrètement, et du coup il finit par devoir créer des missiles pour eux, en tout cas des armes, jusqu'à ce que le mec se dise bon moi j'en ai marre, en fait je vais plutôt me faire une petite armure et vous casser la gueule. Et cet événement, le fait de se faire kidnapper par les 10 anneaux, concrètement je pense que c'est ça, oui non c'est ça en fait, je sais pas que je pense, c'est que c'est les 10 anneaux, donc
se faire kidnapper par les 10 anneaux, ça a changé entièrement la face de Tony Stark dans le monde, au point que il décide de ne plus vendre d'armes et de devenir un super-héros au nom de Iron Man, l'homme de fer, en créant des premières armures. Et on suit dans le film du coup le développement de ce personnage, le développement de ce super-héros, qui passe d'un homme qui fait joue avec sa technologie au début, qui d'ailleurs a construit sa première armure dans une grotte, à un homme qui crée des armures sophistiquées, qui crée des armures par balle très puissantes, et qui lui permettent du coup de combattre sur le terrain et de aider, on va dire, la population. Son but à la base, d'ailleurs, c'était pas vraiment d'aider la population plus que ça, c'était plus de contrer le terrorisme. Mais voilà, on suit ce fameux parcours du héros qui a complètement été chamboulé, et je trouve que c'est le genre de développement qui manque aujourd'hui au MCU. Je dis pas que tout est à jeter dans l'univers Marvel, mais si on compare par exemple Iron Man à Kamala Khan, le niveau de développement est différent. Je trouve par exemple que Iron Man, la force du film Iron Man, c'est d'avoir réussi à développer autant le personnage en un film. Et le but, la raison est très simple, c'est qu'à l'époque, ils étaient même pas encore sûrs que leur projet d'univers connecté allait voir le jour. Donc ils ont préféré faire ça en un film, histoire d'être sûr d'avoir un premier film qui pouvait être intéressant. Par la suite, dans la scène post-générique, qui a été l'un des points aussi que Marvel a changé dans le monde du cinéma, on en reparlera après, mais avec la scène post-générique, on te tease des Avengers, bien évidemment, mais on prend le temps de développer en un seul projet. Si on prend Kamala Khan, alors vous allez me dire, oui, mais c'est un personnage plus différent, plus secondaire, mais même si elle est plus secondaire, regardez, Miss Marvel, The Marvels et probablement Miss Marvel saison 2. Il va falloir 3 projets pour, je pense, avoir le niveau de développement du premier film Iron Man. Je dis pas que le développement de Miss Marvel est mauvais, il est plutôt cool. Je trouve que les personnages évoluent plus lentement qu'à l'époque. Alors, ça a une certaine logique dans le sens où il y a plus de projets, donc plus d'espacement entre chaque projet. À l'époque, Marvel, c'était 3 films par an, et encore, en 2009, il n'y a pas eu de film, parce qu'en 2008, on a eu Iron Man et l'Incroyable Hulk. En 2009, pas de film. En 2010, Iron Man 2. En 2011, Thor et Captain America. Et en 2012, Avengers. Et par la suite, on avait maximum 3 films. En 2018, en 2019, etc. Voire en 2019, on a eu 3 films en 2019. Avengers Endgame, Spider-Man Far From Home et comment il s'appelait déjà, Ant-Man et la Guêpe. En 2018, on avait eu Avengers et je pense Captain Marvel. Ou alors c'est Ant-Man qui est sorti en 2018 et Captain Marvel en 2019, je pense que c'est ça, un des deux. Et en 2017, on a vu Thor Love and Thunder, on a vu Thor Ragnarok, pardon, on a vu aussi Spider-Man Homecoming. En 2016, on avait eu par exemple Doctor Strange, etc. Donc le MCU évoluait sur moins de projets, ce qui forçait les auteurs à faire évoluer beaucoup plus vite les personnages. Et ça a d'ailleurs causé du tort au MCU quand on en est arrivé à l'époque d'Iron Man 3, que Iron Man avait tellement évolué qu'il avait arrêté d'être Iron Man, genre il avait jeté ses armures, et que ça foutait la merde avec Avengers 2, parce que Joss Whedon avait besoin que Iron Man redevienne Iron Man. Et du coup, on réintègre son traumatisme, etc. Et du coup, on annule une partie du développement du personnage. Parce qu'encore une fois, le MCU évoluait trop vite à l'époque, ou en tout cas, il évoluait beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, les personnages ont le temps d'évoluer. Donc, certes, aujourd'hui, Miss Marvel a un développement qui est moins intéressant car moins, on va dire, comment est-ce que je peux m'exprimer, qui est moins gros, on va dire, elle a un moins gros développement, pardon, mais dans la suite des aventures qu'elle va vivre, elle aura un développement qui va permettre de rivaliser avec, je pense, Iron Man, qui a un développement très très bien. Par exemple, Spider-Man, dans son film Spider-Man No Way Home, il évolue plus vite en un film qu'il n'a évolué dans les 2 autres. Dans Far From Home, pas de grande évolution, honnêtement, voilà, même si Mysterio l'a entubé, il fait pas moins confiance aux autres qu'autre chose, donc pas vraiment beaucoup de développement dans Far From Home. Et dans Homecoming, pareil. Par contre, dans No Way Home, il évolue. Là, dans ce film Iron Man, Tony Stark évolue entièrement en un film. Il passe encore une fois du mec égocentrique qu'on a rien à foutre de tout, au héros
humble, qui est pas parfait. Iron Man ne sera jamais parfait, il aura encore ce côté un peu narcissique, qu'on voit beaucoup notamment dans Avengers. Mais c'est quand même un homme qui est devenu bon, un homme qui est devenu une bonne personne, et qui a face à lui un ennemi plutôt intéressant, Obadiah Stane, aka Ironmonger, qui est un ennemi directement lié à Tony Stark. Et c'est vrai que ces temps-ci, dans le MCU, des ennemis directement liés, autant que ça en tout cas, on en a plus trop, j'ai l'impression. Alors oui, on a Gore dans Thor Love and Thunder, mais en soi, Kang n'est absolument pas lié à Ant-Man, par exemple. Namor est lié, mais d'extrêmement loin, au Wakanda. Le méchant de Miss Marvel, je m'en souviens même plus. Je pense qu'il est lié. Enfin, ouais, non, il est lié à l'histoire de sa famille. Mais voilà, c'est moins. Je trouve que c'est moins concret, on va dire, que à l'époque de Iron Man 1, où là, le méchant avait tout un plan derrière la tête, etc. Était assez charismatique. C'est ça aussi qui manque au MCU ces temps-ci, je pense, et qui fait que j'ai l'impression que les méchants sont moins en lien avec leur héros. C'est tout simplement qu'il manque de charisme. À part Kang et les personnages de No Way Home, Gore, ouais, il est un peu charismatique, mais sans plus. Namor, je trouve qu'il a pas beaucoup de charisme. Encore une fois, l'antagoniste de Miss Marvel, je pense que c'est sa grand-mère ou quoi, je sais même plus, n'a pas de charisme honnêtement. Et il y a que réellement dans Loki, saison 1 et saison 2, qu'on a un personnage vraiment charismatique. Là dans Iron Man, tu as un antagoniste secondaire en soi, Ironmonger n'est pas un grand antagoniste chez Marvel, mais qui malgré tout a un acteur très bon dans le rôle. Encore une fois, Jeff Bridges en Obadiah Stane, c'est une bonne pioche, et qui permet du coup d'avoir un très bon méchant. Autre truc également qui je trouve est intéressant, c'est la mise en scène. C'est vrai qu'on a une mise en scène aujourd'hui de UMCU beaucoup moins ainsi. On a beaucoup plus de plus en plus des personnages, enfin des mises en scène un petit peu en fonction du réalisateur. Encore une fois, depuis la phase 4, on essaye de varier les mises en scène, avec Eternal, avec Thor Love and Thunder un petit peu, etc., etc. Là, dans Iron Man, on a, je pense, l'équivalent en fait du MCU de l'époque. Ça veut dire un MCU un peu plus sombre, avec du coup une mise en scène plus sombre. On a un grain un peu saturé sur l'image. Bon, ça c'est peut-être parce que le film date de 2008. Et on a une mise en scène qui a parfois du mal à suivre le personnage d'Iron Man, mais c'est très 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 bien mis en scène, je trouve. Jon Favreau a vraiment fait un très bon travail sur le premier film Iron Man, et il n'est pas revenu dans les deux autres suites, puisque le troisième, je sais plus c'est qui le réalisateur. Ah non, le deuxième c'est Jon Favreau, mais le troisième par contre c'est Shane Black. Mais du coup voilà, je trouve que le premier film Iron Man est très bien mis en scène, le sound design est aussi excellent, les musiques sont très cool, que ce soit les musiques reprises comme la musique de fin, donc qui est de, je pense c'est Led Zeppelin, il me semble, comme pour les musiques originales, on va dire. Je trouve que vraiment on a fait du très bon travail sur ce film là, et bien évidemment, comment ne pas parler de l'armure d'Iron Man, qui est juste, je trouve, incroyable. Encore aujourd'hui, je pense que les premières armures sont parmi les préférées des gens. Beaucoup disent que l'armure nanotech, par exemple, ça fait un peu trop magique, ce que je peux comprendre. Moi, j'aime bien les armures nanotech, voilà, mais j'aime bien aussi les anciennes armures, qui ont un petit peu ce côté nostalgique, dans le sens où elles s'assemblaient pas en 30 secondes, il lui fallait toute une machine pour s'assembler. Bien évidemment, on a aussi la petite romance avec Pepper qui commence à être mise en place. On a également des petits teasings pour War Machine, etc. Avec à l'époque Terrence Howard qui jouait James Rhodes, et par la suite ça a été Don Cheadle. Donc voilà, Iron Man premier du nom, et je pense un des meilleurs films du début du MCU. Encore aujourd'hui, c'est un excellent film, je trouve. Je suppose que vous l'avez tous vu quand même si vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire votre avis, bien évidemment, à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et on se dit bientôt, bien évidemment, pour de prochaines aventures.